On est parti comme vous voulez. Qu'est-ce que je regarde toi ou la caméra? Moi, je suis là plutôt. D'accord. Ok. D'abord, on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Méon. Je dirige une agence de com audiovisuel au Stade de Bologne, à Bordeaux et à Paris. Et je suis missionné par FinTech, par Louis de Froissart, pour justement aller à la rencontre de quelques personnes, partenaires, intervenants, pour savoir un petit peu quel est leur prisme, pourquoi ils sont là, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent comme partie petite ou plus grande de l'économie des FinTech aujourd'hui. Voilà, pour faire, Super. Et dans le sens, je vais te demander de te présenter d'abord nom, prénom, l'entreprise ou les entreprises, et puis voilà, sous quelle casquette tu interviens là. Super. Donc je m'appelle Gabriel Jarosson, j'ai été invité à Bordeaux FinTech par Louis en tant qu'intervenant. Donc je vais intervenir demain dans un panel sur la blockchain et les ICO, et notamment sur les investisseurs. Est-ce qu'ils investissent n'importe où, etc. Est-ce qu'ils font n'importe quoi? On en reparlera demain du coup. Mes activités, donc j'ai plusieurs casquettes. J'ai donc une chaîne YouTube sur l'investissement à travers de laquelle j'anime 2 clubs d'investissement, des clubs d'investisseurs qui sont des sortes de syndicats, des équivalents de clubs de business angel digitalisés. Un sur les startups, qui est mon cœur de métier. J'investis dans les startups depuis 2013, donc en tant que business angel. J'ai commencé tout seul et puis maintenant je le fais avec un pool d'investisseurs. Et d'autre part sur les crypto-monnaies. Donc ce sont deux clubs d'investisseurs distincts qui investissent sur les deux verticales. Et pour ce qui est, enfin parfois ça se mixe un tout petit peu, mais en général c'est vraiment dans des crypto-actifs, dans des tokens d'un côté, et de l'autre côté dans vraiment des parts de société. Et j'ai une deuxième casquette, je suis partenaire d'un petit fonds d'amorçage qui s'appelait Cèdre Participation, qui s'appelle maintenant Cèdre Ventures, puisqu'on monte ensemble le deuxième fonds, qui est un petit fonds d'amorçage de la place parisienne. Question un peu qui n'était pas forcément prévue, mais ça me donne l'idée. Comment on en vient à être business angel? Est-ce qu'il faut d'abord avoir un gros matelas et de l'argent à ne pas savoir qu'en faire, ou savoir placer de l'argent que d'autres seraient prêts à investir? Alors ouais, c'est une très très bonne question. Effectivement, moi je suis devenu business angel relativement tôt, relativement jeune. C'est arrivé parce que j'ai vendu ma première boîte. Donc ça m'a quand même donné un petit peu d'argent, mais effectivement je ne l'ai pas vendu des milliers des cents non plus. Et donc en fait j'avais pas tant d'argent que ça à investir. Ça m'a forcé à faire plusieurs choses. J'ai commencé, pour répondre à ta question, j'ai commencé par investir uniquement mon propre argent. Je ne voulais pas investir l'argent des autres tant que je n'avais pas prouvé quoi que ce soit. Et j'avais d'ailleurs beaucoup de doutes. J'espérais faire au mieux, mais je ne savais pas. Donc j'aurais pas pu prétendre à dire à quelqu'un, je vais placer ton argent, regarde, je sais faire. Je ne savais pas faire. J'ai commencé par le faire tout seul avec mon argent. Et puis quand j'ai assez rapidement épuisé le tout petit matelas très fin, la toile que j'avais, eh ben, j'ai dû justement réfléchir à devenir un business angel, pas comme les autres, à pas simplement puiser dans mes réserves. Donc premièrement, j'ai eu la chance de faire assez rapidement plusieurs exits, ce qui est une des choses qui m'a permis de valider ma compétence et du coup, dans un deuxième temps, d'investir l'argent des autres cette fois-ci. Et puis par ailleurs, je suis très fan des business automatisés. Et donc je développe depuis des années et des années des business automatisés qui me rapportent de l'argent sans rien faire. Et donc c'est la meilleure rentabilité possible, encore meilleure qu'un investissement. J'ai beaucoup passé de temps à développer ça, ce qui me permet derrière d'investir à nouveau cet argent-là. Je fais encore une sortie. Ouais. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est que le business automatisé? Alors le business automatisé, moi j'ai tiré ça d'un livre assez connu qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. J'ai lu ce bouquin à 18 ans, ça m'a mis une énorme claque. Et il parle de ça, il parle de construire sa vie autour de son business. Non, construire son business autour de sa vie, un business au service de notre vie, et pas notre vie au service de notre business. Quand on pense entrepreneur, on pense à beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent tout le temps, toute la semaine, et même le week-end jusqu'à 23h, etc. Ce qui peut être tout à fait le cas, et on pense à des gens comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, qui ont des ambitions extraordinaires. Mais il y a un type de boîte beaucoup moins connu, qui est un business où on passe du temps au départ. C'est notamment possible grâce à Internet, aux outils informatiques, etc. Et ensuite, une fois que c'est en place, eh bien, ça tourne tout seul. On n'a plus besoin d'intervenir. Et on peut avoir des business qui rapportent comme ça de l'argent tous les mois, qui peuvent être des sommes potentiellement importantes, sans avoir aucune intervention. C'est effectivement beaucoup plus facile aujourd'hui qu'à l'époque. Mais si vous prenez le patron d'un café, si vous rentrez dans un café et que vous demandez à la serveuse « je voudrais voir le patron », 9 fois sur 10, elle vous répond « il n'est pas là ». C'est un business automatisé, il ne travaille pas. Et pourtant, c'est bien lui à la fin qui gagne de l'argent, enfin en tout cas qui gagne les profits du café. Avec Internet, c'est devenu encore plus facile. Et c'est notamment donc le concept que Tim Ferriss appelle les muses dans son livre. Voilà. Ok, bonne inspiration. Donc, pour bien comprendre aujourd'hui, sous quelle entité, ou quelle est, donc c'est Cèdre, hein, c'est ça? Cèdre d'un côté, et de l'autre côté, ça s'appelle Léonis Investissement, qui sont mes 2 clubs, qui est aussi le nom de ma chaîne et de mon blog. Voilà, Léonis Investissement. Donc, sous quel titre es-tu invité à FinTech? En tant qu'investisseur.
Voilà, en tant qu'investisseur, j'ai été invité par Louis qui m'a contacté. Je ne sais pas d'ailleurs comment il m'a trouvé. Je crois qu'il a entendu parler de moi par un autre investisseur qui a aussi un blog et machin. Et donc il m'a appelé en disant bah, t'es investisseur. Je crois, ce qu'il m'a dit au téléphone, c'était au mois de juin quand il m'a appelé. Ce qui l'a intéressé, c'était le côté blockchain ICO, qui est assez nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'experts. Enfin, personne n'est expert, puisque de toute façon, il y a 5 ans, ça n'existait même pas. Donc, un expert, si c'est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, bah, il n'y a aucun expert là-dessus. Les gens qui sont les plus expérimentés, c'est les gens qui s'y intéressent et qui sont dans ce milieu-là depuis ces dernières années, ce qui est mon cas. Moi, depuis le départ, je suis ingénieur de formation et j'adore les startups, l'entrepreneuriat, j'adore la fintech. Quand j'investissais que dans les startups, la fintech, c'était déjà ma verticale préférée. Donc, quand les crypto-monnaies sont arrivées, tout de suite, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait s'intéresser à ça. J'ai tout de suite vu le potentiel, j'y ai cru, et donc je me suis intéressé. Et donc, je prétends pas être un expert en crypto-monnaie, c'est très difficile, très compliqué, mais j'ai un tout petit peu d'expérience maintenant depuis quelques années là-dedans. Demain, l'intervention portera sur quoi? Alors, j'ai plus le titre exact, mais grosso modo, c'est les investisseurs qui investissent dans les cryptos et dans les ICO. Et il y aura, alors on a préparé, il y aura un journaliste qui va nous interviewer, on sera 5 ou 6 à répondre à différentes questions. Moi, je vais répondre à plusieurs questions que j'ai sélectionnées, qui m'ont paru très très intéressantes. Il y a une question sur, faut-il effectivement protéger les investisseurs dans les crypto-monnaies? Est-ce qu'ils investissent dans n'importe quoi? Et effectivement, c'est une très bonne question. On a vu qu'il y a énormément d'arnaques. Et je pense, la réponse que je vais apporter demain, qui est mon avis, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les gens investissent dans n'importe quoi. Ce qui est très dommage, mais on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir une éducation financière, c'est normal. Et par contre, quand il y a l'appât du gain, tout le monde répond présent. On le voit avec la Française des Jeux, qui est en termes d'investissement un truc pas très malin, mais pourtant tout le monde y va parce qu'il y a l'espoir de... Donc quand on entend ses petits copains avoir gagné, je ne sais pas combien avec le Bitcoin, on se dit j'y vais aussi. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir protéger les investisseurs, encadrer tout ça, ce qui est en cours, et c'est une très bonne chose. Si ce marché se régule, c'est une bonne chose parce que ça le démocratise et ça le donne accessible à plus de monde. Par ailleurs, une autre question à laquelle je vais répondre, c'est à propos des security tokens, qui sont des types de tokens qui sont en train d'émerger et qui sont justement des tokens extrêmement intéressants, qui se popularisent parce que, intrinsèquement, ces tokens-là donnent certains droits aux investisseurs qui sont proches des droits des actions. Une action, en France, c'est réglementé. Quand on est actionnaire, on a le droit de participer à l'Assemblée générale, on a le droit de... Enfin, on participe forcément aux dividendes. Si l'actionnaire principal veut se verser des dividendes, eh ben, nous aussi, petit actionnaire, voilà. Avec les tokens, comme c'était l'Eldorado, au départ, les gens ont créé n'importe quoi. Et il y a des gens qui ont créé des tokens en disant c'est un token qui ne vous donne aucun droit. Battez-vous pour l'acheter. Et les gens se battaient pour l'acheter parce que c'était le début qu'on se disait ah c'est extraordinaire, c'est les cryptos, etc. Maintenant on a compris qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ont compris que ça ne se passait pas comme ça. Ces security tokens ne comportent pas forcément toutes les caractéristiques d'une action, mais de plus en plus de caractéristiques d'une action, donc ils sont intéressants parce que justement en tant qu'investisseur on a potentiellement un véritable intérêt derrière. Restera bien sûr encore à chaque fois au cas par cas de voir ce qu'il y a dans chacun de ces security tokens. C'est pas encore régulé, il y aura peut-être une régulation pour les security tokens à l'avenir. Pourquoi avoir accepté l'invitation alors du coup à venir à Bordeaux FinTech? Très bonne question. Je ne sais pas, parce que ça me faisait plaisir. Moi, je suis pas mal sur Internet en vidéo, et donc je trouvais que c'était intéressant. L'événement est filmé, j'aurais a priori accès à la vidéo, donc je trouvais ça aussi intéressant. Puis on me demande de plus en plus, à nouveau, comme c'est un milieu assez neuf, et qu'il y a des gens qui me voient parler sur YouTube, on me demande des interventions. Des conférences, etc. À Paris, j'en ai déjà donné quelques-unes, pas énormément. Et donc, c'est aussi un moyen pour moi. En général, j'aime bien les mettre sur ma chaîne YouTube. Ça en rajoute une à ma collection, même si c'est une intervention extrêmement courte. Je trouvais ça aussi sympa de découvrir le salon Bordeaux FinTech. J'ai eu l'occasion de participer à différents salons d'entrepreneuriat, de tech, etc. De par le monde, j'ai notamment été assez régulièrement au Web Summit, que j'ai toujours... Voilà, c'est un endroit que j'ai adoré. Comme la FinTech est une de mes verticales d'investissement préférées, c'est un salon qui s'appelle Bordeaux FinTech. Voilà, je ne pouvais pas manquer ça. Très bien. Une espérance de trouver quelque chose ou alors peut-être formuler autrement, ce serait quoi entre guillemets le monde idéal autour des fintech? Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça peut changer fondamentalement à notre monde quotidien d'aujourd'hui? Qu'est-ce que les fintech peuvent changer au monde d'aujourd'hui? Alors à la fois les fintech, hein, c'est un milieu de banquiers, de financiers, de gens qui veulent s'enrichir, prendre des commissions et de gérer l'argent. Et on a beaucoup parlé là ce matin, ce début d'après-midi, de vrais changements sur sauver la planète, etc. Je ne sais pas si la fintech peut sauver la planète, résoudre le réchauffement climatique. C'est un petit peu plus prosaïque pour les financiers du bas monde comme moi. Cela dit, la fintech, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il se trouve que j'ai
j'interagis beaucoup avec les banques à différents niveaux. Avec ma banque privée, j'ai plusieurs banques à titre privé, des néobanques et des banques traditionnelles. Et puis je suis aujourd'hui à la tête officiellement de 4 ou 5 sociétés qui ont chacune des comptes en banque qui sont dans des banques différentes. Et je dois avouer que dans l'ensemble, je suis quand même pas très satisfait des prestations qui me sont proposées. En tout cas, pas toujours. Et on va dire en tout cas la majorité du temps. Je ne suis pas satisfait. Il y a des cas où ça se passe très bien, heureusement. Et je pense qu'il y a beaucoup, malheureusement, de banques qui se reposent trop sur leur laurier. Et c'était aussi ce qui a été dit en introduction, la conférence d'intro, que la disruption, elle vient de l'extérieur et les gens de l'intérieur, ils ne la voient pas arriver. Les banques ne voient pas trop arriver la disruption, alors ils la voient quand même un petit peu arriver. Ils rachètent un peu à tour de bras des fintechs et des néobanques. En tout cas, la culture startup, ça vient de la Silicon Valley, ça vient d'Amazon. Ça vient peut-être de Google, je ne sais pas. C'est la culture du client au centre de toutes les préoccupations et la culture du service client. Et encore une fois, je ne veux pas attaquer une banque en particulier, et il y a beaucoup de banques qui se passent très bien et beaucoup de personnes dans les banques qui font très bien leur boulot, mais il y a aussi malheureusement trop souvent pas une culture du client, des processus longs, des choses où les clients ne sont pas contents. Et jusqu'à aujourd'hui, les banques pouvaient faire ce qu'elles voulaient parce que qu'est-ce qui va leur arriver? On aura toujours besoin de banques. Eh bien, à défaut de tuer ces banques, et je ne leur souhaite pas du tout ça, au moins ça va les forcer à réagir, à s'améliorer, à se mettre au niveau. Parce qu'effectivement, quand on voit des néobanques, moi je suis par exemple à titre personnel chez Revolut, pour eux on peut les citer parce que c'est en positif, et à titre professionnel chez Quanto, et c'est encore plus chouette parce que c'est des Français. Et quand on voit la qualité du service client et quand on compare les services, pour avoir fait les anciennes, ça n'a rien à voir. Donc voilà, à mon avis, ce que la FinTech déjà peut apporter, c'est nous permettre de gagner du temps. Et moi, comme je pense tout français, le nombre d'heures que j'ai passé au téléphone avec ma banque traditionnelle pour débloquer un truc, un bidule, un virement, alors particulièrement parce que j'ai beaucoup de banques et que je fais beaucoup d'opérations, etc. Mais quand même, je trouve ça pas normal. Et encore une fois, ils étaient en toute impunité jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'espère qu'ils vont être obligés de se mettre à niveau. Super. C'est clair, j'ai tout compris. Merci.